Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce vendredi 20 juin. Ce soir, direction les portes de la Vendée du côté de Clisson. 140 à 150 000 festivaliers sont attendus d'ici à dimanche soir. Gros carton pour le Hellfest, ce rendez-vous des fans de métal. Un festival qui bénéficie aussi au commerce nord-vendéen, vous allez voir. À moins de 30 km de là, plus sage et plus protocolaire aussi, Stéphane Le Foll était en visite en Vendée. Inauguration de l'usine de méthanisation de Mortagne-sur-Sèvre par le ministre de l'Agriculture. Un avant-goût des vacances aussi ce soir avec un ultime nettoyage citoyen d'une plage d'Olonne-sur-Mer. Les enfants de la commune se sont occupés des dunes. Et puis J-3 pour Camille et ses copains. Lundi, la bande de Vendéens s'envole pour Rio et sa Coupe du Monde. Le noir est de rigueur du côté de Clisson ce week-end. 3 jours de festival métal en plein champ, à quelques kilomètres à peine de la Vendée. Jusqu'à 150 000 personnes sont attendues d'ici à dimanche soir au Hellfest. Une aubaine pour les hôteliers et autres propriétaires d'hébergement dans le nord du département. Pierre Dalicieux. Bienvenue au Hellfest, deuxième festival de musique en France, toutes catégories confondues. Et ça, à quelques kilomètres de la Vendée. Dès le premier concert ce matin, c'est déjà plein à craquer. Quelques heures plus tôt, c'est dans cet hôtel de Montaigu qu'une poignée de festivaliers a décidé de prendre ses quartiers pour le week-end. Et apparemment, ces clients au style atypique se sentent comme chez eux. Les gens, ils sont tous adorables, les commerçants, les hôtels, partout. Alors, c'est un exemple à prendre par rapport à pas mal de régions en France. Il faut dire qu'en cette période, pas la peine d'espérer trouver une chambre d'hôtel ou une chambre d'hôte sans s'y être pris à l'avance. Le tourisme du Nord vendéen vit à plein régime durant ces 3 jours de festival. Ici, les réservations sont pleines depuis pratiquement 6 mois. C'est un week-end super chargé, on a beaucoup de boulot pour organiser toute cette activité et surtout organiser le fait qu'on a des clientèles qui consomment différemment, la clientèle des festivaliers qui est plutôt dans le loisir et la clientèle d'habitués qui est plutôt en version économique, costume-cravate, qui part au travail assez rapidement le matin. Un événement donc très attendu, même si au début il a fallu s'y faire. Aujourd'hui, ce festival est incontournable pour beaucoup de professionnels du tourisme en Vendée. En ayant discuté avec pas mal de commerçants, on a effectivement compris que les premières éditions étaient étaient assez mal vues, mais que maintenant ils les attendent de pied ferme et que c'est un des grands moments phares dans le tissu économique de Clisson ou de la Vendée. C'est parti pour 3 jours de ce festival unique en France. 3 jours, vous l'aurez compris, qui ne profiteront pas uniquement qu'aux festivaliers. Le festival Hellfest qui affichait déjà depuis quelques temps complet pour aujourd'hui et demain. Il resterait en revanche encore quelques passes pour la journée de dimanche avec Black Sabbath en tête d'affiche. Le Hellfest, un festival que les usagers de la SNCF devraient pouvoir rallier sans trop de problèmes. D'une part parce qu'un service spécial a été mis en place entre Nantes et Clisson, mais aussi parce que les cheminots grévistes ont décidé ce matin de suspendre leur mouvement. Il n'y aura pas de 11e jour de grève ce week-end dans les Pays de la Loire. Décision prise par vote à 151 voix pour la fin du mouvement et 22 contre. La circulation devrait être à nouveau complètement normale à partir de lundi. Déplacement ministériel également ce matin en Vendée. Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, a participé à l'inauguration d'Agribiométhane, la seule unité de méthanisation du Grand Ouest. Un procédé que vous connaissez peut-être déjà. L'idée, c'est de récupérer les déchets organiques et les effluents d'élevage, comme on dit, comme le fumier ou le lisier, pour les transformer en énergie. Un procédé très répandu en Allemagne, mais encore assez discret en France. Carl Laboureux. Bienvenue sur le site. Ségolène Royal l'avait annoncé, Stéphane Le Foll le confirme. Le gouvernement souhaite accélérer le développement des unités de méthanisation, ces petites usines où les déchets agricoles et agroalimentaires sont valorisés, produisant notamment du biogaz. L'objectif des 2 ministres est ainsi clairement affiché, atteindre un minimum de 1000 unités d'ici 2020, soit près de 10 fois le nombre existant. Quand on est arrivé, il y avait 90 méthaniseurs. Aujourd'hui, on doit être à 140 et il y a 300 projets là pour l'année 2014 qui sont en cours. Donc on est parfaitement dans la capacité, et même si ça s'accélère, de réussir
l'objectif qu'on s'était fixé, même avant 2020. Et pour atteindre cet objectif, un dispositif permis unique est initié. Il doit permettre de simplifier les procédures administratives. Ces démarches qui, en France, sont trop souvent un frein au projet. En Allemagne, c'est 6 mois l'instruction d'un dossier de méthanisation. Et pour nous, ça a été 1 an et demi. On a eu un projet qui n'a rencontré aucune difficulté par le voisinage, qui n'a eu aucun recours. Et donc, on peut estimer qu'un projet comme ça aurait dû passer beaucoup plus vite. Au final, plus de 4 ans ont été nécessaires pour que cette unité soit aujourd'hui opérationnelle, alors même que les fournisseurs d'énergie accompagnent les porteurs de projets. Le gouvernement a mis en place un plan ambitieux, mais qui nous semble réaliste. Et je pense qu'un exemple comme celui-ci fera des émules dans le monde agricole et faire des émules en France. Et c'est une réelle nécessité, car même avec un objectif de 1000 unités dans les 6 prochaines années, la France sera encore loin de son voisin outre-Rhin, en Allemagne, où l'on compte plus de 4500 méthaniseurs uniquement agricoles. Alors, ce site de méthanisation vendéen peut alimenter 500 foyers en chauffage. Pour le découvrir, des portes ouvertes sont organisées demain samedi. Information sur agribiométhane.fr. Encore un mot de politique, puisqu'on parlait visite ministérielle à l'instant. Les élections sénatoriales vont avoir lieu en septembre. Alors, cette fois-ci, nous n'irons pas aux urnes, puisque c'est un vote indirect. Un collège de grands électeurs s'en charge, mais il y a quand même des candidats. Les militants PS ont élu mercredi soir Stéphanie Barra en tête de liste, suppléant de la députée Sylviane Bulteau. Il est également membre de l'opposition au conseil municipal de La Roche-sur-Yon. Du côté des autres partis, l'UMP n'a pas encore communiqué de date pour publier sa liste. L'UDI parle d'élections la semaine prochaine, peut-être en association avec le MoDem. Le FN est en attente de l'acceptation de sa liste par le parti. Un mot de S20 à présent. L'ancien site Fagor repris par Cévital au printemps. Une visite plutôt discrète a eu lieu cet après-midi. Alors, difficile d'en connaître vraiment la raison, mais le PDG du groupe était sur le site de La Roche-sur-Yon. A priori, ce serait une visite de courtoisie pour entretenir les bonnes relations avec l'actuel principal client du sous-traitant. Déplacement en compagnie notamment de Bruno Retailleau, d'Alain Leboeuf, du maire de La Roche-sur-Yon, Luc Boire, ainsi que de son homologue d'Esnay, Bernard Perrin. Une question à présent. Quel rapport, à votre avis, entre un garage poids lourd de Chantonnay, une agence de com aux Herbiers et des experts comptables de La Roche-sur-Yon ? Ils font partie de cette centaine de patrons de PME qui a décidé de participer au Grand Prix Meule Bleue de septembre prochain. 40 km de prologue, puis 2 heures de course en mobilette, vous les avez vus. Une idée plutôt loufoque, lancée notamment par Philippe Mindron, qu'on connaît surtout pour le Festival de Poupées, et une opération qui est parrainée par Jean-René Bernaudot. Il y a la crise, il y a l'actualité, mais nous on va bien s'amuser, on va faire du bien. Et c'est nécessaire, peut-être que certains prendront conscience que délirer, quand on est patron, ça soude. Et le collectif de l'entreprise s'en ressentira, parce que cette journée-là, il n'y aura pas de patron. On sera tous ensemble, tous sur une mobilette bleue, et on va bien s'amuser. Un geste citoyen à présent, celui des enfants d'Olonne-sur-Mer qui ont profité de leur temps libre pour investir les dunes de la plage des Granges. Objectif, effacer définitivement les traces des tempêtes de cet hiver et ne pas oublier que l'environnement reste très fragile. Anthony Jamin. Qui est avec nous aujourd'hui. Ils s'appellent Sacha, Marine ou Sarah, ils ont entre 7 et 11 ans, ils sont originaires de la commune et cet après-midi au centre de loisirs s'annonce particulier. Distribution de sacs et de gants avant une grande opération de nettoyage de la dune. Le jaune pour les trucs en plastique et puis pour les sacs bleus, tout le reste. À l'image d'une battue, ils avancent en ligne pour récolter le plus de déchets. Des déchets légers comme du plastique, de la mousse ou du polystyrène. Cet hiver, on a eu plusieurs tempêtes qui nous ont ramené beaucoup plus de déchets que d'habitude. C'est des déchets en fait, qui sont déposés par la mer sur la plage. Et par contre, tous les déchets qui sont suffisamment légers pour être repris par le vent sont transportés dans la dune. Habituellement, les collectes s'effectuent sur les plages, mais exceptionnellement, l'ONF propose donc des actions dans les dunes. L'occasion de sensibiliser les enfants à cet environnement protégé. L'intérêt, c'est vraiment de leur dire là, vous pouvez sortir des sentiers, mais c'est pour une bonne action, protéger l'environnement et sinon, restez bien dans le droit chemin, si on peut dire. Très rapidement, les déchets qui jonchent le sol viennent remplir les sacs des enfants qui s'investissent au maximum pour préserver ce milieu qu'ils connaissent bien.
Moi, ce que j'aime bien dans la nature, c'est le côté vert. Du coup, moi, je veux pas le perdre. Du coup, je le protège. On est de la nature et la nature elle a besoin d'être nettoyée. Normalement, on devrait les mettre dans la poubelle au lieu de les mettre dans la nature. En février dernier, un premier ramassage avec les personnels ONF avait permis de récolter une dizaine de mètres cubes de déchets. Depuis, il y a eu d'autres tempêtes, mais cette fois, c'est sûr, tous ces déchets iront bien à la poubelle ou seront recyclés. Et puisqu'on parle des enfants, on apprend aujourd'hui par le syndicat enseignants SNUIPP-FSU que 22 communes de Vendée ont demandé à bénéficier du décret Hamon. Ce texte prévoit un après-midi pour regrouper toutes les activités dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires. Environnement toujours avec la protection, suite à la protection des dunes, on revient, donc on continue de parler environnement avec la Faute-sur-Mer qui a accueilli aujourd'hui un colloque sur les submersions marines. Comprendre comment fonctionne physiquement une surcote, mais aussi déterminer si le phénomène Xynthia est un cas unique. Le choix du lieu, évidemment, n'était pas anodin pour les organisateurs comme pour la municipalité. Ce qu'il faut noter, c'est que les habitants directement touchés par cette tempête ou pas sont conscients que ce phénomène si extraordinaire doit être étudié, doit être compris, ne serait-ce que pour essayer d'éviter qu'il ne se reproduise. Et c'est très légitimement que nous accueillons l'Université de La Rochelle avec le CNRS, car effectivement, nous sommes très avides que ce que nous avons vécu serve d'expérience. On va prendre la direction de la Maison des communes à présent, où presque 3 mois après les élections municipales, le nouveau président de l'Association des maires de Vendée a été élu. Enfin, nouveau, pas vraiment, puisque c'est Yves Auvinet, le maire de La Ferrière, qui rempile encore une fois pour 6 ans. Beaucoup de collègues se sont déplacés, il y a quand même eu 253 votes. Ça veut dire que sur 282 communes en Vendée et 26 intercommunalités, c'est quand même... beaucoup de gens se sont déplacés et c'est quand même très agréable. Je le reçois aussi comme une suite du travail que j'ai pu effectuer au cours de ce mandat près de mes collègues et la volonté que j'ai de faire travailler tout le monde ensemble et de réagir et de répondre à l'ensemble des interrogations de mes collègues maires. Et Delphine Ledu nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Delphine. Bonsoir Caroline. Alors si vous êtes là, c'est évidemment parce qu'on va ouvrir l'agenda des sports et on va commencer avec du golf. Ça se passe à l'Aiguillon-sur-Vie. Oui, la 19e compétition de golf au profit de Pharmaciens sans frontières a lieu ce week-end au golf des Fontenelles. 80 joueurs seront en lice le samedi et 90 à 100 le dimanche. Début de la compétition à 8h. On va enchaîner avec de la course à pied, ça se passe dimanche. Oui, il s'agit du Challenge Val de Vendée qui est une course nature de 11 km en duo. Le parcours se fait sur route et chemin, mais aussi une partie en sous-bois. 120 participants sont attendus. Départ à 10h, place des Halles à Saint-Hilaire-des-Loges. Un rallye vélo aussi ce week-end, et ça c'est du côté d'Avrier. Oui, et ce rallye vélo est une randonnée de 20 km en vélo et qui permet de découvrir la campagne dans une ambiance conviviale et familiale. Activités et défis sportifs seront aussi proposés lors de la randonnée. Départ des Halles à 14h. Et puis encore une petite info dans cet agenda sportif avec une démonstration de judo à La Roche-sur-Yon. Oui, c'est une première. Le judo club lyonnais propose de faire découvrir la discipline sur la place Napoléon. Une animation de fin de saison pour les judokas du club. Rendez-vous à 11h pour la démonstration. Alors avant de nous quitter Delphine, je crois que vous avez un petit coup de cœur. Oui, c'est un autre défi que se lance une association de randonneurs équestres, celui de battre le record de la plus grande distance parcourue à cheval ou en attelage en relais sur 24 heures. Cette randonnée s'appelle la Route du Goéland et a pour but d'aider l'association Le Goéland Amitié Pays de la Loire qui vient en aide aux personnes souffrant d'une maladie génétique rare. Départ des cavaliers ce soir à 18h30 à Longeville-sur-Mer. Eh bien c'est noté. Merci beaucoup Delphine. On vous retrouve lundi soir, donc dans 85 chrono, parce que c'est pas terminé. Oui, ce sera notre dernière émission. Nous accueillerons Jean-Philippe Guignard, président du comité départemental olympique et sportif, Joseph Coutan, président du comité handisport et Joël Giraud, président du comité de Vendée d'athlétisme. L'occasion, je suppose, de faire un bilan de l'année qui vient de s'écouler. Exactement, Caroline. Et ben voilà, je suis super forte. Alors, le rendez-vous sportif du week-end, évidemment, Delphine, il n'est pas en Vendée. Il n'est pas en France non plus, il est plutôt du côté du Brésil. L'équipe de France, évidemment, joue ce soir son deuxième match de poule de la Coupe du Monde. Et devant leur télé, eh bien, vous allez voir une dizaine de Vendéens, peut-être encore
encore plus impatients que les autres. Camille et ses copains partent lundi pour Rio. Grégoire de Châtillon les a retrouvés en plein préparatif. Ah, salut Camille. Bonjour David. Ça va? Ça y est, ton sac est prêt? Ouais, ben ça se prépare. Ouais. T'es prêt aussi? Moi c'est pareil, c'est fait. Je te montre ce que j'ai mis dedans? Ouais. Le sac va être léger, le séjour est court, seulement 2 nuits d'hôtel au Brésil pour David, Camille et leurs copains. Maillot de l'équipe de France, celui que j'ai récupéré cette semaine. Il est chouette. Ouais, c'est le dernier. La perruque qui va avec. Ah ouais, bah ça y a pas photo. Avec le bord rouge. C'est Camille, il y a quelques mois, qui a pris 10 places pour le France-Équateur du 25 juin en se disant qu'il allait bien trouver des amis pour l'accompagner. Tous sont naturellement de grands supporters des Bleus et comptent bien encourager leur équipe favorite mercredi soir dans le mythique stade Maracanã de Rio. Alors où est-ce que je l'ai mis? J'espère. Le billet, le voilà. Arrivé la veille du match, la bande de copains en profitera pour se faire une petite partie de foot sur la célèbre plage de Copacabana. Cela fait partie de leur programme. Et tu fais attention parce que tu l'as aussi. Hein. Ouais. Dans quelques jours, le rêve deviendra réalité pour ces supporters des Bleus et peut-être encore plus pour Camille, qui fut dans les années 70-80 un gardien de but réputé dans le département. J'ai joué au FC Lyonnais en 3e division et 2e division nationale, donc au FC Lyonnais. Et donc c'est vrai que pour moi, le football, c'était une partie de ma vie. Et là, ça se concrétise dans un rêve d'enfant d'aller au Brésil et surtout d'aller au Maracanã. Tout bon supporter doit partir bien évidemment équipé pour faire du bruit. Donc on a des sifflets, on a pareil. Les autres apporteront au stade aussi, et en clin d'œil, un grand drapeau vendéen pour supporter les Bleus mercredi prochain. Alors l'avantage, c'est qu'en partant à 10, on fait quasiment une équipe de football. Alors, comme notre week-end ne va pas se résumer uniquement au football ni au Hellfest d'ailleurs, quelques images des préparatifs de la fête de la musique. Eh bien oui, c'est demain dans la plupart des grandes villes de Vendée, mais ça commence aussi dès ce soir dans certaines communes. Exemple ici, à Saint-Mathurin, c'est entre la Motte-à-Char et les Sables d'Olonne. Répétition d'Emmanuel Le Saint que vous pourrez donc retrouver ce soir à Saint-Mathurin pour la fête de la musique. Un week-end de festival ou de plage qui se fera sous le soleil. Ambiance estivale pour tout le monde avec des températures qui n'arrêtent pas de grimper au fil de la journée pourvu que ça dure. Dimanche, très beau temps aussi et même chose lundi, même si quelques coups de tonnerre pourraient résonner dans le sud-est du département. Le bulletin complet, c'est évidemment dans un instant avec Armel Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info, c'est lundi, même heure, avec Edwige Richard. D'ici là, très bon week-end ensoleillé à vous tous. Bonne fête de la musique, vive l'été et à bientôt.